Oui, bonjour à tous et merci pour ces présentations. C'est très intéressant pour nous et comme une bonne partie du public ici qui travaillons quasi exclusivement avec le label bas carbone, d'avoir des points de vue en fait extérieurs avec des autres outils qui peuvent être utilisés. L'objectif, c'est un peu que vous puissiez poser vos questions, mais pour que vous ayez le temps en fait de les préparer, moi j'ai une première question que j'aimerais bien poser qui est quand même assez générale. On parle souvent de compensation et de contribution. Même au sein de ces différentes présentations ce matin, on voyait que les deux termes étaient utilisés. Toi, Simon, en fait, tu as commencé à utiliser le terme de contribution, et j'aimerais bien que que tu expliques pourquoi en fait il y a ce changement, d'où il vient en termes physiques, et ce qu'il implique en fait pour les entreprises en termes de communication. Merci Hugo. Oui, on observe un changement global de termes. Pour moi, l'implication, elle n'est pas tant pour les projets que du côté des entreprises sur la manière dont elles communiquent. La compensation laisse entendre que une entreprise qui émet va compenser, va annuler ses émissions avec des tonnes de séquestration, quand la contribution vise à mieux séparer les deux et dans la communication à dire on émet et à côté on contribue, mais on ne soustrait pas les deux, on ne mélange pas les deux. Juste pour finir, c'est quelque chose, dans la manière dont les entreprises comptent leurs émissions, ça n'a jamais été le cas. Quand une entreprise fait un bilan carbone, à aucun moment elle ne soustrait des séquestrations au niveau réglementaire. Donc il ne faut pas qu'il y ait de mauvaises interprétations là-dessus. Et donc il y a ce changement sématique qui pour moi est très salutaire pour bien séparer les choses. Par contre, ce n'est pas forcément une révolution de la manière de faire les choses, puisque des certificats de type label bas carbone peuvent correspondre à la fois à de la compensation, si une entreprise veut parler de compensation, ou à de la contribution, sachant qu'on va de plus en plus vers la contribution. Merci. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous le faire savoir en levant la main, on vous donne la parole. Sinon, moi, de toute façon, j'ai pas mal de questions quand même à vous poser. Donc, je vous laisse un peu prendre la main. Est-ce qu'il y a des intéressés ? Oui, madame. J'ai une question pour le représentant de l'association basque qui s'occupe de ces affaires de séquestration du carbone. Alors, je voudrais savoir si dans les calculs qui ont été faits, on tient compte, je ne suis pas du tout une spécialiste de mathématiques, il me semble que ça suppose une utilisation assez importante des ordinateurs et que ces instruments mirobolants qui vont sauver la planète, paraît-il, supposent la mise en œuvre de métaux rares, d'électricité dans des conditions parfois critiquables du point de vue de la biodiversité. Il y a quelques exemples concrets dans la Lande, je pourrais vous les développer à l'occasion si ça vous intéresse. Alors, je voudrais savoir si on a tenu compte des effets collatéraux négatifs dans les calculs. Vale, supongo que le traducirán. No tanto en el cálculo, pero sí en la gestión. O sea, nosotros lo que miramos sobre todo es que cuando se hace cierta gestión, a ver esa propia gestión cuánto emite. Y luego con respecto del cálculo, ahí lo que sí podrían hacer es la Confederación ella misma podría compensar su huella de carbono. Y ahí es donde entraría esa huella que tiene el desarrollar ese cálculo. Et même si je peux me permettre de compléter, en termes d'ordre de grandeur, on est quand même assez loin de l'impact de l'utilisation du matériel informatique, même s'il est réel. Ça, on sait que chaque action émet, c'est en ordre de grandeur quand même très largement en deçà par rapport à la séquestration que peut réaliser une forêt sur même un an ou justement sur toute une année de vie de peuplement ou même du temps de calcul. Donc c'est pour ça que c'est pas pris en compte. Je sais que dans le label bas carbone, c'est pas des choses qui sont prises en compte non plus. Sachant qu'en plus cet ordinateur, il va être utilisé pour bien sûr faire les calculs liés au carbone, mais il est utilisé pour tout un tas d'autres choses. Donc c'est pas des choses qu'on a pris en compte. Et je pense que vraiment en termes d'ordre de grandeur, c'est peu voire pas significatif. Pardon. Oui, monsieur. Oui, on a vu que tous les systèmes présentés
prennent en compte le cas de reboisement de terres agricoles, ou de boisement en fait. Et les États, eux aussi, quand ils présentent leur bilan carbone au niveau LULUCF, font état des changements d'usage de sol. Et je voulais savoir comment ces deux aspects s'articulaient. Thank you for the question. So indeed, the ultimate goal of the certification framework is to upscale carbon removals to the point that we reach eventually climate neutrality by 2050 at the latest, as enshrined in the European climate law. When it comes to the LULUCF, of course, if one engages in a carbon farming project, like you said, afforestation or forest management or reduction of emissions from agricultural soils or any of the sort, this will, of course, this should be reflected in the LULUCF monitoring. Because the LULUCF, I think I've mentioned it before, it's a regulation that covers emissions and removals from the land sector, land use change, and forestry. And it comes forward with certain targets for member states and the EU as a whole. However, the monitoring systems put in place by the majority of member states today is not yet precise or detailed enough to have a really detailed and timely idea of what's going on in there. We are currently mostly at what we call, I'm not talking for all member states, but on average we are at what we call, at the level that we call tier 1. That means that oftentimes you will see that for reporting into greenhouse gas inventories, many will use a general emission factor for a large area, and that of course comes with a large margin of error. The revised LULUCF regulation that kicked in, that entered into force last year, and with the revision of the governance regulation, which is the basic act for all climate reporting at the level of the EU into the greenhouse gas inventories, including the UNFCCC, so into the Paris Agreement, if you will, imposed or brought in a new requirement that from 2030 on, at the latest, member states need to increase this level of detail and accuracy and timeliness for many of the categories, for example, areas of high carbon stock, areas under high climate risk, for example, areas of high biodiversity value and protection and stuff and things like that. There's a whole list in the governance regulation, Annex 5. And when the member states reach that level of accuracy and detail, which is called tier 2 or tier 3 levels, so that means that you have an emission factor highly localized for a very limited area that is dependent on management practice, on the local climate, on soil type and things like that. There are many factors to count in. When we get to tier 3, which we want to do, and it will become mandatory as of 2030 onwards, it will be at that point in time when you will be able to, so whatever carbon farming project one does that sequesters carbon, you will see it reflected in the greenhouse gas inventories, because the monitoring, the LULUCF monitoring, will detect it. And that's the ultimate goal, so that we see it in there. And once this level of monitoring is achieved, it will be also much easier to do any kind of certification, obviously, and it will also reduce costs, because you will have a general monitoring system that you can use for many, many objectives, including reporting, including certification, for example. Thank you. Est-ce que je peux compléter la réponse? Nous, on considère que c'est assez déconnecté, en fait. C'est que le cadre de l'ULUCF est un inventaire qui vient regarder ce qui est fait par les États
et qui reflète différentes politiques publiques qui se mettent en place au sein de l'État. On pourrait faire une analogie avec le PIB d'un pays qui est mesuré. Et donc il y a différentes incitations pour faire des projets carbone qui pourraient être un peu les résultats des entreprises qui au final sont agrégés et qui sont reflétés dans l'inventaire. Mais les deux systèmes sont assez différents et les échelles sont, comme ça vient d'être dit, les échelles sont tellement différentes qu'il y a des efforts pour faire se rejoindre les deux, mais on en est loin encore. William. Oui, bonjour, William Caudron, chargé de mission forêt et biodiversité au Parc naturel régional des Landes de Gascogne. Je me posais la question, suite à vos présentations, comment on veut arriver après à informer mieux les élus sur justement les élus locaux, régionaux, départementaux ou même des communes, sur les évolutions qui vont très vite des différentes méthodes et la compréhension globale de ce mécanisme sur le label bas carbone qui est fort intéressant et dont je vois vraiment les potentialités sur les territoires, mais c'est un peu à l'image de notre assemblée aujourd'hui. Je ne trouve pas qu'il y ait beaucoup d'élus et c'est ce que je suis au regret de constater. Donc comme ma question c'est comment on peut mieux impliquer les élus et sensibiliser les élus sur cet outil. J'apporte un premier élément de réponse, même si la question n'est pas facile. Un des outils de politique climatique territoriale, c'est les PCAET, qui servent à mettre en place des plans d'action. Et la forêt est présente dans les PCAET, donc un lien qui peut être fait entre des initiatives telles que le label bas carbone et les politiques territoriales communales ou intercommunales, pour moi, c'est au sein des PCAET. Si quelqu'un d'autre veut amener un élément de réponse. Peut-être en exemple, juste comme ça, pour vous dire, Hugo, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu, ou nous parler un petit peu de la démarche qui est engagée avec le département de la Gironde, où il y a une volonté d'avoir un label bas carbone plus? Justement, ils se réunissent ce matin, donc j'ai pas toutes les informations, mais oui, en gros, le département de la Gironde, avec le CNPF et l'ADEME, ils essaient de créer en place une dynamique au sein des territoires, donc sur le département, avec en particulier le CISDO et le CIFEM, où l'objectif c'est d'essayer de créer une dynamique liée au label bas carbone et de pouvoir lier donc ces projets label bas carbone avec les élus, avec le territoire. Donc ça passe par des journées d'animation, où du coup là, le département et le CNPF essaient de rencontrer les élus pour essayer de créer cette dynamique pour pouvoir monter des projets label bas carbone dans un second temps. Et à ce titre, Aclena fait aussi de la sensibilisation. Donc si à un moment vous avez des réunions avec des élus dans lesquelles vous souhaitez qu'on puisse communiquer, sensibiliser, faire de la vulgarisation sur les enjeux de séquestration et sur le label bas carbone, faut pas hésiter à nous contacter, on répondra présent. Merci. Si je peux me permettre un nouveau complément de réponse, juste pour signaler que le label bas carbone en France n'est pas non plus l'alpha et l'oméga des politiques publiques climatiques sur la forêt. Et donc, c'est un outil qui permet d'amener des financements privés pour aider la forêt à séquestrer le carbone. Mais évidemment, il y a toutes les autres politiques publiques, qu'elles soient nationales, régionales, et voire à des échelles locales. Donc, il faut vraiment le voir comme un outil supplémentaire à bien coordonner avec des politiques publiques existantes. Oui, c'est justement par rapport à ces questions après d'articulation avec les politiques territoriales, les politiques publiques territoriales, on peut avoir des enjeux qui sont divergents, notamment, voilà, je vois des exemples de boisement sur des prairies dans les Landes de Gascogne, dont au parc, on a plutôt une vigilance à conserver des prairies, des espaces prairiaux qui sont une partie de la diversité des paysages et qui ont un rôle important pour la diversité. Et on voit des boisements de pinettes arriver dessus. Et c'est à chaque fois via le label bas carbone. Et je me mets à la place des élus, ils ne comprendront pas, ils vont se poser des questions sur la légitimité du label bas carbone, alors qu'il est tout à fait légitime. C'est peut-être qu'il a des besoins d'être encadré territorialement.
Ouais, le boisement de prairie, c'est un sujet assez complexe au niveau du label bas carbone, notamment par le travail du sol. On sait que les prairies stockent dans les sols autant que les sols forestiers. Donc, lorsqu'il y a un travail du sol qui est important sur ces boisements, en fait, on a une réémission de gaz à effet de serre, alors qu'on est dans un projet qui cherche à séquestrer du carbone. Donc, c'est vrai qu'il y a cette première problématique, plus la problématique de biodiversité. Après, Simon en a pas mal parlé. Le label bas carbone est assez jeune, il est souvent mis à jour. Donc, peut-être qu'il y aura un besoin que des critères soient rajoutés justement sur le cas spécifique des prairies. Pour le moment, c'est pas le cas, mais c'est vrai qu'on avance petit à petit. Le milieu globalement forestier avance petit à petit avec ce label. Donc oui, je pense que des mises à jour un jour sont déjà en cours et se continueront avec les années qui vont arriver. Merci. Oui, Adeline. Oui, bonjour, Adeline Giraud du syndicat des sylviculteurs du Sud-Ouest. J'ai une question pour Monsieur Krajcik. Dans la genèse en fait de la régulation européenne que vous avez présentée, vous avez noté dans les raisons une certaine défiance vis-à-vis des labels existants et donc la nécessité de créer quelque chose de plus crédible au niveau européen. Donc avec des engagements assez lourds finalement au niveau de création de méthodologies, de développement, des groupes d'experts qui vont travailler pendant un certain temps. Or, en parallèle, on a vu ce matin différentes initiatives locales très intéressantes. La question que je me pose, c'est est-ce que la Commission n'a pas envisagé finalement, plutôt que de créer finalement un nouveau système, de labelliser, d'apporter une sorte de label UE au système existant, de les accréditer en quelque sorte, dans la mesure aussi où ces systèmes sont semble-t-il adaptés à des réalités locales. Voilà, est-ce qu'il y a eu cette réflexion-là à un moment donné? Thank you for these very important questions. Yes, of course, we had a lot of discussion about that, and I have to reflect on the presentation by my colleague Simon here, and thanks a lot for that. I specifically want to refer to your last slide on the conclusions where you said that we do not want to reinvent the wheel, and I'm very happy that we use exactly the same language as I did in my presentation. Indeed, we are not trying to reinvent the wheel, and therefore one of the first tasks of this expert group was to bring together everything that's already out there and see the pros and cons, see how it works, see where it doesn't work. We are very well aware of the regional specific circumstances, and that's why we also introduced the concept of standardized baseline, which should be highly representative of the local conditions, be it climate, soil type, elevation, all these different aspects. I take very good note of your concerns, and also I think I've heard it before today that why not attribute like a sort of an accreditation to the existing schemes, namely the Label Bas Carbone. I think it's important to understand that there is, what we are trying to achieve here is a EU-wide certification framework. There are many of the benefits to such a framework. One is that it can be recognized all over the European Union. It is institutionalized, so that means that it's a regulation at the EU level, and that induces a lot of trust. If you have an EU-level certification system, it also allows you to transfer those certification units among member states, so it's not localized anymore. You have a big market for it. And I would also like to draw our attention to the fact that there is not just the Label Bas Carbone that it's out there. There are many other schemes. You have schemes in Germany, you have schemes all over Europe. And of course, we need to find like a common denominator to all of them, but we cannot just attach the entire system to the Label Bas Carbone. Of course, we draw a lot of inspiration from the Label Bas Carbone because it's also one of the widely used ones in France. But as such, we need to create something that is EU-wide. We've heard a lot today about biodiversity, and I'm very happy to hear that also from my colleague
Aitor and Simon and all the speakers talked about, also from Galicia. We've heard a lot about biodiversity co-benefits and how biodiversity is important, and this will be also one of the very important aspects of the quality criteria and of the certification methodologies. We all know that high levels of biodiversity not only mean biodiversity per se, but it's also to increase the resilience of our land sector, the resilience of the forest to the existing and future climate change, and we will need that if we want to ensure stable sinks, stable carbon removals, but not only carbon removals, because also the livelihoods of the foresters depend on that forest, and it depends on what they plant today and what they do today in their forest. So this is one of the big priorities there as well. So just to conclude, yes, of course, we are aware of everything that's already out there, of the many aspects and approaches, but we need to find a common denominator, and there is simply the schemes that are already out there will probably need to adjust to a certain level so that they can be certified under the EU regulatory framework as well. Thanks. Bonjour, Julien Météro du comptoir des Bois de Brive. Je pense que plusieurs groupes de certifiés FSC ont constaté cette année et l'année dernière la difficulté de trouver des auditeurs sur les projets FSC. Est-ce que la multiplicité des audits sur la certification des absorptions carbone ne va-t-elle pas accroître justement cette difficulté à trouver des auditeurs ? Je ne sais pas si Simon ou Yuri, vous voulez répondre. Je peux donner pareil un élément de réponse. C'est aussi le cas sur les standards internationaux. On a eu des échanges récemment avec Vera qui nous dit qu'ils ont du mal à trouver des auditeurs en Europe pour certifier des projets Vera. Côté label bas carbone, moi je suis relativement peu inquiet dans la mesure où c'est assez ouvert. Les critères pour être auditeur, c'est d'être indépendant et compétent. Et aujourd'hui, les premiers auditeurs qu'on voit apparaître, c'est par exemple les organismes type PEFC qui sont présents sur les territoires, qui du coup devraient pouvoir répondre à cette demande. Donc, et encore une fois, j'espère l'avoir mis en avant dans ma présentation, comme les méthodes label bas carbone sont très cadrantes, les audits du label bas carbone sont... il y a toute une procédure, mais c'est un audit d'1 ou 2 jours, là où un audit d'un projet Vera, c'est 2 semaines de travail. Donc c'est aussi rassurant de ce côté-là, c'est que l'audit peut aller plus vite, non pas parce qu'il est moins bien fait, parce qu'en fait il y a moins de choses à vérifier, parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui sont fixés dans les méthodologies, et donc il reste peu de choses à vérifier. Et surtout dans le label bas carbone au niveau des forêts, c'est un audit unique, là où d'autres méthodes qui font des vérifications tous les 5 ou 10 ans, en fait il y a besoin de revenir à chaque fois. Donc ça peut aussi complexifier l'opération. Et ça, pareil, c'est une question que moi je me pose, que je me pose. On voit quand même de plus en plus de critiques sur le ex ante, donc le fait de générer des crédits carbone avant que la séquestration soit réellement faite en forêt. Est-ce que, du coup, au niveau du label bas carbone, tu penses que c'est quelque chose qui peut être qui est déjà potentiellement remis en cause et qui potentiellement pourrait changer d'ici, alors je me doute bien que ça peut être l'année prochaine, mais dans les 5, 10, 15 années à venir? Je ne sais pas si tu as un avis dessus ou si c'est compliqué. Non, c'est une question hyper intéressante. On voit que c'est une particularité du label bas carbone, d'avoir des crédits ex ante, et je pense qu'on n'est qu'au début d'un débat qui pourrait faire évoluer ces crédits. Techniquement, c'est possible. Il y a des nouvelles méthodes qui viennent d'être validées, et je pense à la méthode ville arborée portée par la Société forestière de la Caisse des dépôts qui certifie l'arbre en ville et qui, en fait, est sur un système intéressant où on a des crédits ex ante qui se transforment en crédits ex post au fur et à mesure. Et sans vouloir spoiler la présentation de cet après-midi, c'est le cas aussi dans le système anglais.
Et donc je trouve que ça c'est un système intéressant où on a du ex-ante mais qui se transforme, on a quand même des vérifications à terme qui se transforment après, donc ça pourrait être une piste, même si voilà, aujourd'hui c'est qu'une piste. I think that's a very pertinent question, and we had a lot of discussion about ex post and ex ante. Well, finally, when it comes to the European Carbon Removal Certification Framework, the co-legislators, so the Parliament and the Council, eventually decided to go for an ex post issuance of the certificate. That means that the certificates are only issued when the carbon has been already stored. So this is the way the European framework is now set, but that doesn't mean that you don't, in advance, of course, you need to have quite a good idea of how much carbon a certain project will be able to store. Et juste, Aitor, pour continuer sur ce sujet de ex-ante, ex-post, dans ta présentation, on voyait que vous, du coup, dans votre système, c'est à chaque fois suite aux audits que les crédits carbone sont générés. Je me demandais quand est-ce que du coup arrive le financement pour le propriétaire, parce que c'est une question qui peut se poser, notamment en forêt où la majeure partie des coûts c'est à l'année zéro durant la plantation. Si il faut attendre la 20e année pour recevoir du coup une partie quand même conséquente du financement, est-ce qu'on va pas voir arriver un découragement des propriétaires qui ne verront pas assez l'intérêt de s'engager dans cette démarche si les financements arrivent jusqu'à 20 ans après la plantation? Sí, está previsto que los propietarios sí que puedan percibir de antemano algo de dinero, porque si no, no están interesados. Así tienen que, o sea, ya la producción forestal es a largo plazo y todo lo que se hace generalmente con la madera, en el País Vasco tenemos la suerte de que tenemos una producción muy buena, entonces se acelera mucho el proceso, pero si no tienes que esperar para ir al mercado de la madera muchos años. Entonces, lo bonito, lo atractivo que tiene para los propietarios meterse también en el mercado del carbono es que pueden adelantar eso. Entonces, que tengan opción de adelantar cierta financiación les atrae. Otra cosa es si lo pueden hacer todo, que tampoco creo que sea lo conveniente, pero sí una parte, y esa parte que se pueda al de poco tiempo corroborar que es así, y en adelante sí que poco a poco, ¿no? En nuestro caso son cada 5 años, tienen la opción de ir corroborando a ver si realmente eso que estaba previsto se ha ido cumpliendo, y si es así siguen teniendo la opción de ir cogiendo esa parte, pero no toda. Entonces la cosa es que al final llegas al fin de vigencia, 20 años, y ahí lo que te queda pues es cuando coges. Pero no es obligatorio hacerlo así. Si por lo que sea un propietario prefiere esperar y recoger todo el año 20 para que no recoger igual trocitos pequeños o lo que sea, pues lo podría hacer. O sea, eso queda a su elección de decir, mira, yo voy haciendo esto que he prometido y en el año 20 me revisáis y si todo va bien, vendo y cobro. Oui. Oui, bonjour, Antoine Simon, Université de Bordeaux. Je vais avoir des questions peut-être qui paraissent un peu bêtes, parce je ne suis pas dans le milieu forestier, c'est là plus en tant qu'institution, acteur public sur un territoire qui a un foncier relativement important. J'avais des questions techniques pour Simon Martel, peut-être. Vous avez parlé de potentiel carbone, de potentiel de séquestration sur les 800 et quelques projets. De souvenir, il y avait 1,5 million de potentiel. On se parle de 1 million de tonnes annuelles, ou c'est une fois par an, c'est pour toujours. Enfin, en gros, nous, en tant qu'établissement, on fait notre bilan carbone, les collectivités le font aussi. Et après, on va essayer de regarder et d'évaluer aussi nos puits de carbone. On a des terrains à l'université. Si on fait ce travail d'estimer nos puits de carbone et qu'on tombe sur un chiffre qui sera sûrement largement inférieur, mais on le met en regard d'un bilan qui, lui, est annuel. Donc, est-ce qu'on doit additionner nos bilans annuels? Enfin, c'est ça que j'arrive pas trop à comprendre. Une deuxième question, est-ce que le label bas carbone est donné avec un minimum de rendement de séquestration CO2 par rapport au CO2 qui est capté?
Ou est-ce que donc il y a des méthodes qui sont plus efficaces que d'autres? À l'intérieur de ces critères, et on en a parlé, il y a eu d'autres séquences qui ont évoqué ce sujet, est-ce que le mode de gestion des forêts est pris en compte dans ces critères et donc qui intègre le risque incendie et donc le risque d'un impact négatif par rapport aux bienfaits supposés? Et est-ce que demain, là aussi on en a un peu parlé, ces indicateurs ils seront couplés à un seuil ou à un indicateur sur la biodiversité? Dans une présentation, il y avait le mix d'espèces qui pourrait être bientôt un critère. Donc, est-ce que tout ça rentre en compte? Et dernière question, désolé. Encore une fois, en tant que propriétaire foncier, je me posais la question, est-ce qu'on peut labelliser des bois ou autres types de séquestration des espaces déjà existants? Ou est-ce que le label nécessite forcément financement d'une entreprise ou d'un tiers, et donc c'est forcément sur un projet nouveau parce que ça nécessite des frais? Et si ce n'est pas le cas, est-ce qu'on peut déposer une proposition de projet, nous en tant que propriétaires, pour qu'il y ait un nouveau projet de séquestration, donc de plantation ou autre type de projet de séquestration? Merci. Il y a pas mal de questions, mais je vais essayer d'y répondre. Et je m'excuse en effet de ne pas avoir pu rentrer dans le détail de présentation du label. Alors sur la première question, qui est une vraie question, à l'échelle d'un projet, ce qui est estimé, c'est ce qui va être séquestré par la forêt pendant 30 ans. Et on soustrait à ça le scénario de référence, ce qui se serait passé sans le projet. Et donc c'est cette estimation sur 30 ans qui est ensuite agrégée et qui donne ce chiffre d'1,5 million tonnes de CO2. Donc on est sur c'est pour ça que c'est potentiel, parce que c'est le financement et le lancement d'un projet bas carbone impulse une trajectoire de séquestration. On considère que la vérifier au bout de 5 ans permet de la valider, cette trajectoire. Et que typiquement sur un boisement, s'il est réussi au bout de 5 ans, on a toutes les chances qu'au bout de 30 ans, on ait bien les tonnes qui étaient prévues. Et il y a tout un tas de garde-fous qui sont mis en place pour s'assurer de ça. Et donc c'est un peu ce chiffre-là, c'est que vous, si vous financez un projet, vous allez financer de la séquestration sur 30 ans, donc de la séquestration à venir, par contre avec des garde-fous qui garantissent que cette séquestration va être effective. Parmi les garde-fous, il y a ce qu'on appelle des rabais, c'est-à-dire que vous faites vos calculs, il y a un certain nombre de procédures qui encadrent les calculs, c'est pas le forestier du coin qui va dire tiens je séquestre tant, c'est quand même cadré dans les méthodes, cadré et d'ailleurs validé par les autorités administratives locales, les DREAL. Donc il y a cette estimation. Et à partir de cette estimation, on enlève une partie, c'est les rabais. Il y a des rabais automatiques où de fait on enlève une partie, c'est un peu une mise en assurance. Et il y a des rabais qui dépendent des risques. Et donc ça en vient à votre deuxième question, ou la troisième. Les risques sont évalués par rapport aux documents administratifs d'évaluation des risques, les PDPFCI. Il y a des cartographies des risques, on ne réinvente pas la roue, on utilise ces cartographies-là pour évaluer le risque incendie. Et à partir de là, vous avez un rabais compris entre 5 et 15%. Et ce rabais, en fait, il mutualise le risque que localement, oui, il y a des projets qui vont brûler, mais on estime que les projets qui vont émettre seront compensés par d'autres et qu'au final, ces rabais permettent d'avoir au final la quantité de séquestration totale. Sur la question sur est-ce qu'il y a des différences entre les méthodes, est-ce qu'il y a des méthodes plus efficaces, oui, bien sûr. Il n'y a pas de prérequis et de seuil minimum dans le label bas carbone. Par contre, oui, on constate, nous on est en train de traiter un peu les données là, des 5 ans de label bas carbone, et on constate qu'il y a des méthodes qui génèrent plus de certificats, de crédits. Celle qui, dans les 3 méthodes forestières, c'est le boisement qui en génère le plus, suivi de pas loin par la reconstitution.
Et puis après, la méthode balivage, elle est sur des valorisations, des tonnes de CO2 par hectare bien moindres, de l'ordre de 5 à 6 fois moins. Dans quelques mois, on pourra vous donner des chiffres. Là, je ne veux pas me tromper dans les chiffres et vous dire des bêtises. Sur la biodiversité, il y a 2 manières de la prendre en compte dans le label bas carbone. Il y a des critères obligatoires pour ne pas l'endommager. Le grand principe global, c'est un projet label bas carbone ne doit pas endommager la biodiversité. C'est le Do Not Significant Harm Principle. Donc il y a des critères d'éligibilité. Et puis après, l'éco-bénéfice, c'est pour tout ce qu'il y a en plus et pour les mettre en avant. Et donc c'est des grilles qui se veulent à la fois basées sur la science et à la fois simples à mesurer. Et il y a vraiment un compromis à trouver entre les deux pour pas... on pourrait aller faire des inventaires exhaustifs, mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de rester sur des choses simples. Et donc ces grilles, elles permettent de valoriser ce qui se fait en plus sur la biodiversité. Et puis sur la dernière question, est-ce que vous, en tant que propriétaire, vous pouvez proposer des choses nouvelles ? La réponse est oui. Aujourd'hui, tout acteur peut proposer des nouvelles méthodes s'il ne trouve pas son compte dans les méthodes existantes. Néanmoins, il y a déjà beaucoup de travaux en cours pour des nouvelles méthodes. Je les ai citées rapidement. Donc à voir si elles répondent à votre besoin et auquel cas ça ne sert à rien d'aller faire quelque chose de similaire à côté. Et si ce n'est pas le cas, l'idée c'est si vous avez une idée de méthode, l'idée c'est d'aller déjà informer le ministère de l'Environnement de cette idée de méthode. Le ministère de l'Environnement vous dira s'il y a déjà des choses similaires, si ça lui semble pertinent. Et ensuite, pourquoi pas lancer des travaux pour faire une nouvelle méthode en ayant en tête que c'est des travaux qui durent plusieurs années, qui doivent impliquer l'ensemble des parties prenantes, qui vont des chercheurs aux porteurs de projets label bas carbone, en passant par les associations environnementales pour avoir quelque chose de collectif et qui, au final, ait un impact et un potentiel de projet réel. Si vous créez une méthode qui va faire des projets sur 4 projets sur 5 hectares, elle a peu de chances d'aboutir, c'est pas l'objectif. Je précise juste ma troisième question, c'était pas tant proposer une nouvelle méthode, mais c'était proposer des hectares de la surface pour qu'un projet s'implante sur notre propriété, quand bien même elle soit privée. Ok. Alors oui, bien sûr, vous pouvez le faire vous-même, ou aujourd'hui il y a des tas d'intermédiaires qui mettent en relation des propriétaires avec des financeurs et qui accompagnent les propriétaires pour monter des projets. Et une manière, pour connaître ces intermédiaires, je peux vous réfléchir vers la plateforme Info Compensation Carbone que j'ai citée dans ma présentation, et qui a une sorte d'annuaire des intermédiaires prestataires sur le label bas carbone. Merci beaucoup. Et donc, toute dernière question, vous parliez des 30 ans, ça veut dire que le propriétaire s'engage à ne pas couper ses arbres pendant 30 ans pour assurer les potentiels. Exactement. Merci. Juste avant de passer à Daniel, s'il nous entend, j'aimerais bien compléter un peu la réponse de Simon, juste sur ne pas couper ses bois pendant 30 ans, tout ce qui est éclairci, etc., c'est autorisé dans le label bas carbone. C'est même pris en compte lorsqu'on calcule la séquestration qui va être faite. C'est la coupe rase qui, elle, est interdite dans les 30 premières années de vie du peuplement. Juste au niveau de un peu la maximisation de la séquestration, ce que vous demandiez comme question, pourquoi, tout simplement, en grande majorité, le boisement séquestre plus et génère plus de crédit carbone que le reboisement? C'est parce que dans le cadre d'un reboisement, suite à un incendie, suite à une tempête, un dépérissement, etc., on a déjà un sol forestier. Et ce sol forestier, le schéma sera montré, il me semble, cet après-midi, mais contient autant de carbone dans la biomasse que dans le sol. Donc en fait, on n'ajoute pas de carbone dans les sols, ce qui fait qu'il y a une séquestration et une génération de crédit carbone qui est moindre. Et juste pour compléter pareil Simon sur la première question, Simon a pas mal parlé des délais donc de 30 ans de vie d'un projet. Vous, en tant que... donc, si j'ai bien compris, c'est l'Université de Bordeaux que vous représentez, ouais. Si vous faites votre bilan carbone chaque année, vous allez financer potentiellement un projet à hauteur de ses émissions ou à une hauteur différente. Cette séquestration, elle va être calculée sur 30 ans,
mais vous, ça ne sera pris en compte et on va dire utilisé que dans votre bilan carbone pour l'année où vous l'avez financé. Donc c'est une opération qui est potentiellement à répéter chaque année. Voilà au niveau de la temporalité. Est-ce que Daniel nous entend? Je ne suis pas sûr. Sí, les escucho. Ok. Oui, donc, si tu nous entends. Les questions de biodiversité, ça revient quand même assez souvent. Et je trouvais que dans ta présentation, en fait, tu avais mis beaucoup l'accent dessus. Et en fait, vu que vous, quand même, dans vos projets, vous faites financer en fait, des crédits carbone, mais que vous avez un intérêt fort pour la biodiversité, comment vous arrivez à jauger quel itinéraire sylvicole sera le mieux, sachant que parfois, dans certaines situations, les enjeux entre biodiversité et séquestration de carbone ne sont pas les mêmes, et pour maximiser l'un, ça se fait des fois aux dépens de l'autre. Nosotros todo el proceso del mercado de carbono y todos nuestros objetivos de los proyectos los apoyamos mucho en el proceso de certificación forestal. Creemos, igual que han dicho anteriormente, que hay mucho trabajo hecho en cuanto a indicadores de gestión forestal, de biodiversidad, etcétera, en los que nos apoyamos a la hora de hacer lo que son los informes económicos de seguimiento. En los pequeños clientes que quieren compensaciones pues, humildes en cuanto a cantidad, los requisitos de indicadores que puedan ellos, digamos, verificar o seguir, etcétera, pues no son muy altos porque se confían en el sistema y confían, por ejemplo, en el registro del ministerio, pero cuando estamos hablando de clientes con miles de toneladas de solicitudes cada año y tenemos 2 clientes que tenemos acuerdos a 30 años renovables cada año en cuanto a cantidad, pero acuerdos de largo plazo para la compensación de sus emisiones, ahí ya marcan unos indicadores, ya tenemos, digamos, grupos de trabajo para especificar con qué indicadores podremos demostrarles que se están alcanzando los objetivos de biodiversidad o objetivos, digamos, de necesidades, porque los montes se sitúan en diferentes espacios y hay diferentes objetivos o diferentes necesidades en cada uno de esos montes que queremos desarrollar. Tenemos montes periurbanos cercanos a grandes ciudades que persiguen unos objetivos más sociales, tenemos muchos montes vinculados con el Camino de Santiago y con zonas de patrimonio que persiguen objetivos más particulares de protección de los bienes etnográficos y de patrimonio histórico y por lo tanto en ese sentido son, digamos, pautas apoyadas en la certificación y apoyadas en normativa europea porque todas estas grandes empresas tampoco quieren perder una imagen en el sentido de que se pueda pensar que están haciendo greenwashing y demás, sino que quieren implicarse activamente en el seguimiento de esos proyectos, los que, digamos, vamos marcando un poco las pautas de los proyectos y definir qué indicadores de los que se usan habitualmente son los importantes para verificar. No sé si esa era la pregunta porque la traducción la escuché justo, pero no sé si era la pregunta. Oui, si, en partie, je vois ce que vous voulez dire. Et oui, pour Yuri et le CRCF, il y a une notion qui est quand même assez importante et nouvelle dans les crédits carbone, c'est l'aspect temporaire qu'on voit apparaître au niveau du CRCF. Moi, je me demande quel va être l'impact pour les entreprises justement dans leur calcul de bilan carbone et aussi dans leur volonté d'acheter ces crédits, puisqu'ils sont à terme du coup voués à, on va dire, disparaître. Comment d'ailleurs ils peuvent, comment va concrètement se passer cette disparition lorsque l'audit cessera sur des projets forestiers ou sur des projets liés à l'agriculture? Thanks for the question. Indeed, we had a lot of discussion on these temporary credits and whether they should be permanent or not. Eventually, the co-legislators decided to introduce this temporary nature of the certified units when it comes to carbon farming. There is a fine line to tread between how long you want your activity period to be, and how long, of course, the EU should strive towards as long a period as possible.
But then you also have to make it feasible for land managers, because it's oftentimes very difficult to conclude a contract that is very long in time. So we had to find the right balance there. However, for the companies, if they want to, so indeed, if the operator decides to stop the monitoring, then the certified unit will expire, and this will also be visible in the certification registry, as well as the reason for expiration. So if it's in the interest of the project owner or those that finance it to continue to keep this certificate, to keep the unit, the certificate, of course they are very welcome, they are able and also very much encouraged to extend the monitoring period. And in that way, you can extend it indefinitely and the certificate will not expire. So, on the one hand, this makes it feasible to conclude contracts with land managers, with farmers, with foresters. On the other hand, it gives the possibility to extend it as long as there's interest to keep the certified units. And it also provides a business opportunity further down the line for the forest owners, for the land managers to continue doing a good job. Ok. Est-ce que je peux rebondir sur la question parce qu'on l'a aussi identifié cette question, et c'est aussi du côté de la demande. Alors, on a bien compris que les certificats CRCF ils visent plusieurs usages, mais on sent bien que le premier usage, à court terme en tout cas, c'est le marché carbone volontaire. Et on se pose la question de est-ce que les entreprises vont vouloir acheter des certificats temporaires et est-ce qu'elles ne vont pas être critiquées de faire ça, sachant que si elles s'engagent donc à acheter un crédit qui dure 10 ans, en théorie, elles sont censées le renouveler au bout de 10 ans. Et donc, elles peuvent avoir des certificats qui s'accumulent comme ça au fur du temps. Donc, comment est-ce que vous voyez du côté de la Commission la demande en crédit temporaire? So the framework comes up with three possible carbon removals techniques, if you will. There's carbon farming, there's permanent removals, and carbon storage and products, right? The industrial removal, so the so-called permanent removals, are the ones that are permanent, but they also cost quite a bit currently. And there is a lot of, when it comes to carbon farming, there is a lot of capacity. We've seen a lot of capacity there, for example, when it comes to forest management, when it comes to carbon sequestration in soil organic carbon, when it comes to rewetting of wetlands and peatlands, as I pointed out this morning. We've also seen a lot of interest in the carbon farming, and that's why we wanted to include this into the certification mechanism as well. Of course, it comes with challenges that we need to overcome, and therefore we have created a different group that is a bit different than the permanent removals, because it comes with certain. You need to think about some additional aspects and some additional rules to it. But in terms of capacity, in terms of costs, and in terms of what interest we see out there for these carbon farming certification units, we expect quite a lot of demand also on that aspect. Oui. Sophie Blanchard, FIBO Nouvelle-Aquitaine, interprofession. J'avais deux questions. Première question par rapport au sol forestier. Effectivement, pour l'instant, on a parlé je crois, dans le cadre de la réglementation européenne de stockage dans la biomasse. On a parlé de limiter les émissions du sol. Est-ce que la question du stockage et de la sécrétion permanente dans le sol, est-ce que c'est tellement non quantifiable? Enfin voilà, j'imagine qu'il y a peut-être des recherches en cours là-dessus, savoir si à terme c'est un sujet qui sera abordé. Deuxième question, Simon a parlé
du contexte dans lequel a été mis en place le label bas carbone, où on était sur peut-être un contexte où il y avait moins d'aides publiques. Du coup, je me pose la question, les baselines de l'époque ont évolué aussi, puisque, et vont encore évoluer, j'imagine. Enfin voilà, il y a des politiques qui viennent, qui vont, et des aides qui viennent, qui vont. Et comment cette évolution des scénarios de base, voilà, est-ce que c'est quelque chose qui est pris en compte ou pas? Merci. On the long-term storage in soils, it's exactly for this reason that we have brought in this concept of a temporary certification unit, because the carbon stored in soils, as we've seen in many examples, and also experts came to us, so that eventually the co-legislators decided to create a temporary certification unit for carbon stored in, for soil organic carbon stored in soils. But I can reiterate once again that if a certain project manager or operator wants to extend the activity and monitoring period, this can be extended endlessly. In essence, it can be extended endlessly. But you rightly point out that if we cease the monitoring period, then we cannot know whether that amount of carbon is still in there, is still stored in there. Many things can happen when it comes to agricultural land. And therefore, if the operator ceases the monitoring period, then it's logical that the temporary, it's by definition, a temporary nature of the certificate is that it expires eventually. And exactly for this reason, that's why we came in with this concept. So there is no such thing as long-term storage in soils, as legally speaking, as part of this framework. On your second question, I don't know whether that was for me as well, or the baseline, so I can, but maybe then you can complement from the label bas carbone point of view. Indeed, baselines are something that we pay a lot of attention to. We want to come up with, so when we talk about the baselines, there are two things to keep in mind, I think. One is that we need accurate baselines that will really reflect what's going on in the area of the project. But then at the second time, we also need to also need to take into account the administrative burden and costs, and therefore we need to find a very fine balance between those two, and that's why we in the certification framework allow for two different concepts of the baseline. One, the more favored one, so to speak, is the default value, if you will. The default one is the standardized baseline, and the standardized baseline should reflect, should be highly representative, as it states in the text, should be highly representative of the local circumstances. It should reflect, differences in soil types, climate, terrain, social aspects, also regulatory aspects. And if once we have the standardized baselines in place, it has many benefits. One of the major benefits is that an operator can take it for granted and at no additional cost. The other benefit is also that you don't penalize those that have been already doing a good job, so the front runners, those that might have bigger concentrations of carbon already in their habitats, already in their ecosystems, because a standardized baseline will then not take that into account and will reflect the good job that a front runner has already been doing. Of course, if you want to get another certificate after 10, 20, 30 years to account for more removal, then this baseline will need to be readjusted. That makes it clear, because double counting, for example, was one of the major discussions that we had, and it was quite clear from all points of view that double counting is something that needs to be taken into account very seriously. If there is no standardized baseline, then we have a fallback scenario to come up with a project-specific baseline, and it's for the certification scheme
in the whole certification process that we also touched upon today, and you will see it also on the slides because I hope the presentation will be circulated. It's then the certification scheme that can, with monitoring, with sampling, with remote sensing, however, this will be defined in the methodologies, that can establish a project-specific baseline for a certain project. But we, just to reiterate, we strive towards the standardized baselines. That's for the European framework, EU framework, and if you want to complement. Thanks. Merci. Oui, je vais compléter pour le label bas carbone sur les deux questions. Sur l'évaluation du carbone du sol, si vous boisez une terre cultivée, on prend en compte le carbone du sol. On sait dire scientifiquement qu'il y a un gain carbone substantiel lorsqu'on passe d'une terre cultivée, labourée, à une forêt. Donc là, il y a la quantification du gain du carbone du sol, mais c'est le seul cas de figure. Dans les autres cas de figure, on considère que la science n'est pas capable de nous quantifier l'impact carbone dans le sol du projet label bas carbone, mais on a néanmoins un faisceau d'indications qui nous disent que ce carbone du sol, il est soit stable, soit en augmentation. Donc on ne le compte pas, mais c'est une mesure conservatrice parce qu'on a sans doute qu'on séquestre plus. Par contre, il y a quand même des mesures de protection, typiquement sur le travail du sol, et donc c'est encadré aussi pour pas, parce que là on pourrait perdre du carbone du sol, et donc on fait attention à ce que on le compte pas, et on fait attention à ce qu'on le diminue pas sur le label bas carbone. Après, je pense que ça pourra évoluer en fonction des connaissances qui évoluent aussi sur le sujet. Pour les baselines et la prise en compte des aides publiques dans le label bas carbone, il y a une très forte hypothèse dans le label bas carbone forestier, c'est de dire qu'un propriétaire forestier, s'il n'est pas aidé à plus de 50%, il ne va pas boiser ou il ne va pas reconstituer après un événement extrême. C'est une très forte hypothèse qui est forcément un peu simple, mais qui a le mérite d'être simple et qui se base quand même sur des études. Et donc dès lors, le label bas carbone a cette règle fixe, et puis les aides publiques, elles peuvent évoluer, et le label est censé s'adapter. Si demain une région propose une aide au boisement de 60%, le label bas carbone ne sera plus éligible pour le boisement dans cette région. C'est ça la règle. Il y a quand même une petite exception, c'est avec le plan de relance forestier, où le plan de relance forestier a accompagné les propriétaires forestiers avec une aide de plus de 50% pour la reconstitution de peuplements sinistrés par des dépérissements. Et donc, en théorie, le label bas carbone n'était plus éligible, mais il y a eu une petite exception, le propriétaire peut choisir. Alors bien sûr, il ne cumule pas les deux, il peut choisir soit de prendre le plan de relance, aide publique d'État, soit label bas carbone. Et puis pour une petite analyse plus I4C, on trouve que là, les politiques publiques auraient pu être mieux articulées pour essayer justement de combiner les deux, et que le plan de relance, qui est une aide publique, puisse s'articuler avec les aides privées du label bas carbone pour vraiment maximiser les choses. Ça n'a pas été fait, ça le sera peut-être dans l'avenir. Yo también quisiera hablar un poco de la línea base, porque nuestro proyecto ha generado una gran discusión interna, porque lo que nos ocurre a nosotros es que en nuestro caso la línea base tiende casi siempre a ser mayor de la real, ¿vale? Con lo cual el margen real que tenemos nosotros para la adicionalidad siempre disminuye, y muchas veces es tan alta que no hay nada que hacer para superarla. Y eso es un caso real. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. El País Vasco es una región pequeñita, pero aún así tiene regiones con dos climas diferenciadas, ¿vale? Unas regiones que tienen unos climas atlánticos, otras regiones que tienen un clima mediterráneo. Bueno, pues en el cálculo de esa línea base, esa forma normalizada, para el caso de Álava, por ejemplo, está utilizando el clima atlántico. Con lo cual,
Cuando vamos a hacer las cosas realmente y le metemos un clima mediterráneo que encima va a tener un cambio climático y va a ir a peor, claro, es que ya podemos hacer lo que queramos, ya podemos utilizar la especie que queramos, ya podemos darle toda la biodiversidad que queramos, que nunca vamos a poder superar esa línea base normalizada, ¿vale? Entonces, yo creo que las líneas base, y es normal porque lo han hecho a unas escalas mucho más grandes del juego que estamos haciendo nosotros, ¿vale? O sea, las líneas base a nivel Estado se han sacado a esa escala y nosotros a nivel territorial estamos jugando a cálculos de 1 metro cuadrado, ¿vale? Entonces, tenemos esa problemática de si nuestros cálculos nos las comparamos con esos cálculos a esas escalas, claro, pues salimos casi siempre perdiendo y eso nos dificulta poder sacar adelante la forma que tenemos nosotros establecida. Entonces ahí yo creo que incluso las líneas base también tendrían que reajustarse y los estados tendrían que mejorar ese cálculo porque por ser normalizado no es mejor. Messieurs, je vous remercie pour ce temps d'échange. On m'indique que c'est la fin d'ailleurs de ce temps d'échange et qu'on va pouvoir aller se nourrir. Donc merci à tous pour vos questions. Moi aussi j'avais encore plein de questions à vous poser. Je ne manquerai pas de venir vous voir là-haut. Je suis désolé, on doit aller au repas. Mais le temps d'échange peut continuer durant le repas. C'est un moment qui est prévu pour ça. Donc n'hésitez pas à continuer à poser vos questions. Et merci à tous les quatre. Et merci à los traductores et désolé pour le retard. On essaiera de retourner à 2h20. Donc on essaiera d'être ici à 2h20. Merci.